tout le monde sur le lien. On va attendre pardon, encore 2 minutes. Voilà. Oui. On est en place. Super, merci Nicolas. On va attendre juste encore 1 minute. Ça marche. Bon, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier feedback en ligne. Merci pour votre connexion. On va d'abord rappeler quelques règles, même si c'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude de ce genre d'outils. Je rappelle que la vidéo est et sera enregistrée et rediffusée en direct sur notre chaîne YouTube ESS 2024. Si vous pouvez, si possible, vous coupez votre micro pour que l'intervention se passe dans les meilleures conditions et poser vos questions sur le chat qui auront lieu. Donc, à la fin, on va prévoir un petit temps dédié. Bien sûr, si vous avez des questions sur la démarche, on pourra en parler. Vous n'hésitez pas à me contacter, je le rappellerai en conclusion. Donc, du coup, une fois ça rappelé, merci encore à tous, merci aux intervenants que je vais présenter dans quelques minutes. Bienvenue au feedback de SS 2024. Ça faisait quelques mois que la démarche était en pause avec la situation. Effectivement, l'objectif, c'était plutôt de sensibiliser, de valoriser des initiatives qu'on fait avec les structures, avec l'écosystème, valoriser aussi les coopérations entre les acteurs classiques et les acteurs de l'ESS, toujours au service de notre objectif qui est de favoriser l'accès des structures de l'ESS, quel que soit leur statut juridique, leur implantation territoriale au marché des jeux. Donc aujourd'hui, le thème du jour va s'attacher à la réponse en groupement entre une PME une grosse PME de Nouvelle-Aquitaine et une SCOP parisienne. Donc on avait projeté de faire cette conférence il y a déjà quelques mois pour finalement décider de la faire en ligne. Donc je vais d'abord commencer par un tour de table des intervenants que je remercie chaleureusement. Je vous présente d'abord la société Grand Angle. Nicolas et Philippe, je vous laisse vous présenter. Peut-être commencer par Nicolas. Qui vient juste de sortir de la Ah, salle de bon, réunion. bah, les aléas du direct. Philippe, Non. à toi la parole.
Allez. Oui, effectivement. Alors, Nicolas, qui est notre producteur, qui va revenir dans quelques secondes, et moi, je suis le responsable éditorial de la partie corporate de Grand Angle. C'est une société de production audiovisuelle qui existe depuis plus de 20 ans et qui s'est fait connaître notamment pour produire de très, très, très nombreux documentaires pour l'émission Thalassa. Et je repasse tout de suite le bâton, le relais à Nicolas pour la présentation de la société. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe a déjà commencé à parler de Grand Home Production. Grand Home Production, ça commence à être une vieille histoire. On existe depuis 25 ans maintenant. Pour ceux qui aiment ou aimaient l'émission Thalassa, eh bien, ils ont pu voir beaucoup de nos projets, de nos productions en télé, où on est très présent désormais sur toutes les chaînes nationales, mais également internationales, en documentaire, reportage, captation de spectacles. Dernière activité qui en ce moment est malheureusement compliquée. Et de mon côté, moi, je m'occupe de la partie corporate depuis plus de 20 ans. Donc, le corporate, chez Grand Angle, c'est des clients privés, des grands comptes et des institutions. Et donc, aujourd'hui, il y a quelques mois de ça, nous avons répondu à plusieurs appels d'offres, certains sur lesquels nous avons été retenus, d'autres non. Voilà, on est aujourd'hui là pour échanger avec vous. Voilà. Dernier petits éléments juste d'information. Grand Temps de production, c'est une cinquantaine de permanents et nous faisons travailler entre 100 et 200 intermittents par mois pour 200 heures de programme et entre 400 et 500 films corporate par an. Voilà, en digital. Merci beaucoup Nicolas. Du coup, je passe la parole à Sophie d'Artisan du film et ensuite à Valérie de la Scope Artisan du film également, avant qu'on puisse commencer la conférence. Oui, je me permets peut-être juste de proposer à Valérie de commencer vu qu'il est le président de l'entreprise. Ah non, Sophie. Oui, non, je le dis pour tous ceux qui nous regardent. C'est vrai que ça peut paraître étrange, mais en fait, moi, je suis artisan du film et Nicolas, il est grand angle. Et là, c'est moi qui suis à Bordeaux aujourd'hui. Et donc, bah voilà, on s'est croisés. C'est le FIFIB, le Festival international du film indépendant de Bordeaux. Voilà. Et Artisan du film, c'est une société qui a 10 ans, qui est parisienne, qui est une scope depuis 5 ans. C'est-à-dire, on n'est pas une société qui s'est créée en scope. On était une boîte et on l'a créée à 8. Et on a commencé à s'inventer des règles, à essayer de se trouver des mécanismes, des modes de fonctionnement. Et un jour, on est tombé sur le statuscope et on a dit, eh, c'est tout ce qu'on essaye de construire par nous-mêmes. Voilà, ça c'est important. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on est généraliste, c'est-à-dire qu'on fait de la production de cinéma, court-métrage, long-métrage. Notre dernier long-métrage s'appelle L'époque de Mathieu Barrère. De la production télé, essentiellement documentaire, et de ce qu'on appelle, nous, des commandes, qui peuvent être de l'institutionnel, du corporate ou de la publicité dans le sens plus traditionnel. Voilà, et moi, ma spécialité, c'est plutôt la production de longs métrages, mais j'aime les aventures. Voilà. Vas-y, Sophie, je te laisse Ouais, la parole avec plaisir. oui. Je m'appelle Sophie Douaneau. Tout d'abord, merci d'avoir organisé cette intervention. Merci à Ocano et à ESS 2024. Donc moi, je connais les artisans du film depuis 2013 maintenant. J'y ai fait mon premier stage en production audiovisuelle. Et depuis toutes ces années, j'ai évolué au fur et à mesure dans l'entreprise pour prendre de plus en plus de responsabilités. Et j'ai vu l'entreprise changer de l'association à la SAS, à la SARL, à la SAS et à la SAS COP, ce qu'on est actuellement et ce qui nous ressemble sûrement le plus aujourd'hui par rapport à ce qu'on est foncièrement. Donc aujourd'hui, j'ai le poste de productrice exécutive pour la partie corporate et publicitaire. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que je tiens ce poste. C'est un peu une consécration
de mon évolution dans cette entreprise. Et aujourd'hui, j'envisage une reconversion et donc je pars dans quelques jours, malheureusement. Mais c'était, voilà, je suis plein de reconnaissance envers cette entreprise et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et j'ai appris plein de choses et je me reconvertis. Donc, il n'est pas question de changer d'entreprise, mais si j'étais pas dans l'optique d'une reconversion, je n'aurais pas quitté Artisan du film parce que pour moi, elle est à l'image d'une entreprise où on peut être co-entrepreneur, où on peut s'investir personnellement et en même temps adapter les activités selon ce qu'on aime faire. Voilà, donc pour clôturer. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous. Effectivement, la production audiovisuelle fait partie des 600 familles d'achat de Paris 2024. C'est une peut-être qui semble assez évidente pour la production de documentaires, le suivi des athlètes, la retransmission en direct, le suivi des entraînements, les publicités, etc. C'est vrai que c'est intéressant de voir une coopération entre vous, Grand Angle, qui en plus est essentiellement basé en Nouvelle-Aquitaine et la Scope à Paris. Donc, du coup, l'objectif, c'était d'abord de parler d'un premier marché qui constituait les prémices de votre rencontre lors de notre tournée des territoires. Ce premier marché qui était assez compliqué, assez difficile, dans le sens où la rencontre entre vous s'est fait rapidement. Philippe, vu que tu étais présent à Bordeaux il y a quasiment un an maintenant, est-ce que tu peux peut-être décrire un peu les prémices de la rencontre entre Grand Angle et nous et ensuite qu'on puisse en discuter, en parler? Alors effectivement, ça s'est fait, j'ai retrouvé la date, ça date du 30 janvier. C'est-à-dire que c'est ce jour-là où l'organisation des Jeux Olympiques, donc c'était sous la bannière Entreprendre 2024, faisait une tournée partout en France. Et pour délivrer en fait un message, oui, les JO Paris 2024, ça s'appelle Paris, mais en fait, c'est tout sauf Paris et on veut vous faire comprendre que toute la France, voire même les entreprises dans les Dromcom, peuvent et doivent participer, répondre au marché public. Et c'était vraiment une tournée séduction, on va dire, pour faire en sorte que tout le pays et les énergies du pays se rassemblent autour des marchés des JO. Et c'était donc une conférence durant toute une après-midi, à l'issue de laquelle il y avait des sortes d'ateliers, des points sur lesquels on pouvait venir entrer en contact avec différents acteurs de l'organisation. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers ESS 2024, parce que au-delà on va dire, des valeurs qui avaient été évoquées par rapport à ce qui était recherché sur ces Jeux Olympiques-là, il y avait notamment un point qui était clé, c'était que 25% des marchés des JO seraient réservés pour l'économie sociale et solidaire. Je trouvais ça tout à fait considérable et je me suis dit que on pouvait vraiment pas passer outre et qu'il fallait se rapprocher de toute façon d'une entreprise qui évoluait dans l'ESS. Et c'est comme ça que l'équipe de Manuel, je suis tombé sur l'une de ses collègues qui s'appelle Clémentine Wolf et qui m'a dit, mais justement, nous, c'est notre job, on est là pour ça, pour mettre en relation des entreprises dites classiques avec des entreprises dites de l'ESS. Et c'est comme cela que c'est parti. Et sans ce point de contact initial, probablement, mais c'est même sûr, on ne serait jamais allé vers les artisans du film. Et c'est là où ils nous ont très vite aiguillés vers 2-3 entreprises issues de l'ESS, dont Artisans du film. Et nous, ça nous a fait tilt, parce qu'on avait vu, il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, un super film qu'ils avaient fait sur le centre Pompidou, qui nous avait vraiment marqué. Et on s'était dit, mais ouais, ils sont super bons. Enfin, c'était chouette ce qu'ils avaient fait. C'est comme ça qu'on est entré en contact. Et après, c'est allé très vite avec la première réponse pour France Paralympique, qui était organisée par le Comité national olympique du sport français. Donc, ça s'est fait comme ça. C'était un marché perdu parce que ça allait très, très vite et on n'était pas rodés encore ensemble. Mais ça a été notre première réponse et très, très vite derrière, mais il y a eu la candidature des JO. Merci Philippe. Et effectivement, je le confirme, il y a une démarche, une volonté de Paris 2024
de faire de ces jeux des retombées économiques au-delà du territoire d'épreuve, au-delà du territoire d'entraînement. Je rappelle aussi que tout le monde peut postuler un marché public, quel que soit son statut et son territoire. Au-delà de ça, il y a effectivement une volonté d'intégrer les TPE, PME et ESS, même si Paris 2024 n'a pas d'objectif chiffré, c'est plutôt sur la partie construction, on pourra en reparler après. Effectivement, il y a eu ce premier marché qui est tombé un peu vite. C'est là où Sophie, de ton côté, Sophie et Valérie d'ailleurs, vous aviez dû en parler. La mise en relation était un peu rapide. Il me semble que la deadline était dans quelques jours, mais malgré tout, vous vous étiez rencontrés. Si tu peux en dire quelques mots, Sophie, sur cette rencontre en janvier ou en décembre d'ailleurs, il y a quelques mois maintenant. Mm. Ben, il y a eu tout d'abord la rencontre avec les canaux qui s'est pas fait beaucoup beaucoup plus tôt que ça. Enfin, la rencontre qu'on a eue ensemble, en fait, on s'est Artisan du film et les canaux se situent dans le même quartier. Et on s'était abonné pour être référencé à ESS 2024 et on voyait passer pas mal d'appels d'offres intéressants. Et du coup, j'ai eu envie de venir vous rencontrer tout simplement pour connaître donc votre fonctionnement. Et là, ça s'est hyper bien passé. C'était assez réjouissant et on s'est dit on aurait sûrement des choses à faire à l'avenir. Et une semaine plus tard, eh bien, je ne sais plus si c'est... Non, c'est toi, Manuel, qui m'a appelé en me disant, bah, il y a Grand Angle qui cherche une entreprise de l'ESS pour répondre. Et moi, ça me parlait parce qu'on avait déjà travaillé avec Grand Angle auparavant, donc je me suis dit, bah, c'est drôle. Et finalement, quelques minutes après, c'est Philippe qui m'appelle et qui dit, voilà, on fait connaissance, il est très sympa. Il a l'air hyper enthousiaste, voilà, hyper agréable. Et en plus, il propose de venir nous rencontrer, venir dans nos bureaux une semaine après pour passer concrètement sur cet appel d'offres et pour échanger sur nos expériences, nos talents, nos références qui pourraient faire notre force pour cette réponse à l'appel d'offres France Paralympique. Donc, c'était plein de bonnes intentions. Et je me suis dit, bah là, ça commence bien, ça change du schéma peut-être qu'on peut avoir d'habitude où les gens sont fermés. Là, on sentait qu'il y avait de l'ouverture d'esprit et ça partait très bien. Et en effet, Philippe est venu dans nos bureaux et ça s'est fait assez naturellement. On s'est rendu compte que cet échange allait pouvoir se faire en toute intelligence et que nos deux entreprises étaient prêtes à mettre nos forces vives sur le sujet. Et ça s'est très bien passé. Donc, malheureusement, France Paralympique n'a pas abouti, mais on s'est dit on avait déjà pas mal on avait travaillé déjà pas mal de matrices ensemble pour être fort, pour répondre sur ce second appel d'offres Paris 2024. Et en effet, on se sentait plus solide pour ça et c'était vraiment une chouette expérience. Juste pour compléter ce qu'a dit Sophie, c'est très juste, ça nous a déjà permis de mettre en commun tous nos documents administratifs pour pouvoir commencer à remplir après les fameux BPU, les bordereaux de prix unitaire. Je pense qu'on en dira un mot après, de commencer à travailler une méthode avec des documents partagés. On a utilisé Google Drive et Google Slides en fait pour nos présentations. Et c'est ce qui nous a sauvés pour le confinement, puisqu'à cette époque-là, on ne savait pas encore qu'on allait être confinés, puisque c'est une réponse qu'on a fait totalement à distance pour les JO Paris 2024. Merci Philippe et Sophie. Effectivement, c'est notre activité courante, un peu cœur de métier d'accompagner que ce soit les PME classiques à se grouper avec des structures de l'ESS de manière qualifiée. Je me souviens, Philippe, tu souhaitais un certain type de structure, notamment sur la production audiovisuelle, et de même du côté ESS de favoriser des opportunités. Là, effectivement, la rencontre s'est très bien passée, mais l'objectif, c'est d'abord d'avoir un rendez-vous de prise de contact. C'est aussi que ce qui a peiné, je pense, lors du premier marché, même si la rencontre s'est très bien passée, les délais étaient courts sur le marché de France Paralympique, mais je pense que ça a été déterminant. C'est un peu le revers de la médaille des marchés publics. On en parlera juste après dans la dernière partie et dans les questions. On n'est pas maître des délais. C'est vrai que quand les délais sont fixés, c'est que c'est possible, mais parfois ça représente un investissement de temps, de rencontre
pour au final une difficulté. Mais ça vous a permis, et je pense que c'est la grande valeur ajoutée de ce premier marché, de vous connaître, de savoir comment vous travaillez, sur quoi sont vos forces et vos faiblesses pour justement favoriser ce fameux groupement mixte qu'on porte au sein de SS 2024 et qui permettent de compléter justement vos expertises. Pour arriver justement au deuxième marché, bon, je suis pas expert de la production audiovisuelle. Je pense qu'il est intervenu effectivement pendant le confinement. C'est important de rappeler que on a la chance de travailler sur un projet qui est dans 4 ans. Les marchés continuent de paraître, les opportunités continuent de tomber pour les TPE, PME et notamment structures de l'ESS. Est-ce que l'un de vous peuvent présenter le marché? Peut-être Nicolas, si tu l'as vu de loin ou de près quand l'opportunité est tombée, juste au niveau des marchés, des lots, parce qu'il me semble que vous pouviez remplir quasiment l'ensemble des expertises lorsque le marché a été publié. Je ne sais pas qui souhaite en parler, introduire un petit peu le sujet. Alors oui, c'est Nicolas qui parle, hein, je précise, avec le masque. Oui, on était intéressé effectivement à répondre à plusieurs lots. On a été retenu au final que sur un. On est très déçus, mais très content à la fois d'avoir quand même retenu un des lots. Attendez, excusez-moi, j'essaie de, hop là, pour pas vous éblouir. Parce qu'effectivement, la compétence documentaire, on l'avait, publicitaire, peut-être un petit peu moins. Mais bref, en tous les cas, on a travaillé effectivement sur une réponse de base en méthodologie générale et appliquée à nos deux sociétés, c'est-à-dire Grand Oncle Production et Artisans du Film. Et ensuite, on a développé des méthodologies détaillées en fonction de chaque spécificité des lots. Voilà, tout simplement. Et comme l'a dit Philippe, le travail c'est bien constitué. Et on a mélangé croisé nos regards, notre créativité, croisé également les talents. Quand je dis talent, je parle de réalisateurs, d'auteurs qui nous ont permis de travailler sur les cas pratiques. Et ça, on a croisé nos ressources entre artisans du film et grand angle. On a challengé tout ça et on a eu de longs échanges très constructif. Voilà, on a bien discuté de tous ces sujets et donc, in fine, ça nous a permis d'être retenus sur le lot des contenus d'activation. Voilà, donc tout ce qui va se passer sur le digital, mais pas que pendant la préparation des jeux, les jeux et j'imagine le post également événement où il y aura beaucoup de matière à retrouver en vidéo. Et effectivement, je rappelle que lorsqu'un marché public et le marché des jeux est alloti, la grande force, c'est que vous pouvez vous positionner sur un ou plusieurs lots et ça permet de diviser les expertises, d'avoir moins de volume et de favoriser plusieurs groupements. Du coup, Sophie ou Valérie, pour entrer un peu plus dans le détail du marché, parce qu'il y avait effectivement la création de contenu, il y avait de la réalisation plutôt de films, sur quelles expertises vous retrouviez dans les différents lots, quelle était un peu la valeur ajoutée, parce que comme le disait à juste titre Philippe, en commission d'attribution des jeux, le fait d'avoir de se grouper avec de l'ESS est très valorisé au vu des engagements de Paris 2024 dès la candidature d'ailleurs. Sur quel lot, quelle expertise vous souhaitiez vous positionner au départ? Sophie, tu branches ton micro? Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est ça fait 10 ans qu'on a toujours travaillé avec des entreprises, avec des institutions. On travaille beaucoup avec des agences aussi. Donc, les principes de la commande, et c'est logique, le fait de valoriser les gens, voilà, on est très à la page aussi des tendances, de ce qui se fait, du web. Donc, nous, nos forces, c'était. On a aussi beaucoup de proximité avec Grand Ongle, le documentaire. Voilà. Et à la fin, ce lot,
il nous va bien, ce lot activation. On se dit que ça va être beaucoup de réactivité. Oui, ça va s'activer. Voilà, mais ça ne nous fait pas peur. Justement, enfin, avant de parler des délais de la livraison, peut-être Philippe, je me souviens qu'on avait beaucoup échangé avec mon collègue Nicolas, qui s'occupe de la veille stratégique, juridique sur ces sujets-là et qui interviendra peut-être à la fin. Au niveau des délais entre la phase candidature et la phase off, quelles étaient vos difficultés? Parce que je me souviens que une fois que vous avez été présélectionné sur plusieurs lots, le parcours n'était pas simple. Voilà. Ouais, alors de mémoire, je crois que le dépôt des premières candidatures, on va appeler ça le premier filtre, pour pouvoir prétendre aux 5 lots. Il y avait 5 lots au total. Il y avait des films, on va dire, prestige, des films pub. Après, lot 3, c'est contenu d'activation. Lot 4, c'était les mood films, il me semble. Et lot 5, je ne sais plus. Mais c'était encore autre chose. Et je crois qu'on a eu à peu près 2 semaines pour pouvoir déposer les premiers dossiers de qui nous sommes, qu'est-ce que l'on fait, chiffre d'affaires, documents administratifs, etc. Donc, il n'y avait pas de réflexion à ce stade-là. C'est plutôt de la présentation. Et en fonction, on pouvait choisir de répondre à tous les lots ou à un seul ou deux, enfin, peu importe. Et après, c'était Paris 2024 qui choisissait sur quel lot on pouvait ensuite passer sur la phase cas pratique. Et le temps, en fait, après de réponse, il a été très long parce qu'il y a eu le confinement, on n'avait plus de nouvelles. Je parle sous ton contrôle, hein, Sophie, hein, mais bon, ça, c'est de mémoire. Et puis, subitement, dans le courant du mois d'avril, coucou, Paris 2024 est de retour. On apprend qu'on est pris, donc au début, on n'est pas pris sur le lot numéro 1, 2, 4, je crois, c'est ça. Et là, on se dit, bah, ok, bah, ça y est, c'est peut-être cuit. Et finalement, on se dit, mais non, puisque d'habitude, c'est toujours l'usage de prévenir pour les marchés auxquels on n'est pas retenu. Et donc, on s'est dit, mais peut-être que dans quelques heures, on va avoir la réponse positive pour d'autres. Et c'était le cas. On était en fait pris sur les lots 2 et 3, donc les pubs et le contenu d'activation. Et les cas pratiques avaient été envoyés, les sujets des cas pratiques avaient été envoyés bien en avance. Sauf que aller travailler en amont sans savoir que vous êtes retenu à l'un ou à l'autre, c'est quand même prendre un sacré risque, surtout que vous avez quand même une activité derrière qui se poursuit pendant ce temps-là. Donc le confinement était déjà là. Et puis là, ce qui se passe, c'est que vous avez 15 jours pour répondre en fait au cas pratique, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils étaient costauds. Ce sont vraiment des cas totalement fictifs, mais qui pourraient totalement se retrouver dans le réel. Donc là, il a fallu tout de suite sortir les cerveaux, les équipes. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à se téléphoner 50 fois par semaine, plusieurs fois par jour, avec tout le monde pour essayer de mettre en commun les idées. Et puis, il fallait vite répondre. On a tenté le coup de demander quelques jours de délai supplémentaire et nous avons obtenu 1 semaine. Nous, d'autres lots ne l'ont pas obtenu. Donc, parce que j'imagine que c'était aussi une manière de mettre en concurrence les entreprises, puisque fatalement, moins vous avez de temps, plus c'est ceux qui sont réactifs et costauds pour le faire, qui montrent aussi qu'ils ont des capacités. Donc, ça fait aussi partie de la sélection. Et puis, la semaine supplémentaire, nous a fait beaucoup de bien pour affiner notre proposition. Et puis, on a réussi à proposer quelque chose qui finalement a été accepté et on a pu déposer. Mais c'est dit comme ça a l'air d'être facile, mais il y a la réponse technique et puis il y a la réponse aussi financière et administrative. Et c'était très, très épais, en fait. Merci Philippe. Sophie, tu souhaites compléter par rapport à la partie justement très opérationnelle. Je rappelle que c'était essentiellement Philippe et Sophie qui pilotaient la réponse. C'était un délai qui était… Non. On avait aussi Nicolas, on avait également notre directeur de production. Vraiment, on a mis toutes les forces que l'on avait, en plus des autres marchés auxquels on répondait et des autres travaux qui étaient en cours. Ah, mais là, c'est absolument pas le travail de 1 ou 2 personnes. C'était impossible, hein. Ouais, on était 6-7 sur le document tous les jours.
Je confirme, c'était un vrai travail d'équipe, mais plutôt d'équipe de foot ou de rugby en termes de nombre voilà, que juste un ping-pong à deux, c'est clair. C'était une dizaine de personnes. On peut le dire Ok. voilà, Je- aujourd'hui, entre les différents réalisateurs, la partie technique et financière. C'est beaucoup de monde en fait qu'on a sollicité pour constituer après nos réponses. Et effectivement, autant pour moi, je me disais aussi, comme on avait un interlocuteur, et heureusement, bon, Philippe, j'ai eu aussi, je crois, Nicolas une ou deux fois, Sophie, côté artisan du film, c'était que toi. On est bien sûr à votre dispo dans le cadre d'un marché pour répondre à toutes vos questions. Et effectivement, c'est toujours compliqué parce que c'est ce que soulignait à juste titre Philippe, dans le sens où quand vous recevez le cas pratique en avance, mais vous ne savez pas que vous êtes pré-retenu en phase offre, il est difficile d'allouer des ressources. Et c'est le cas sur tous les marchés, de dire, bon, ben, on va bosser une semaine à une équipe de rugby à juste titre pour des chances qui sont finalement difficiles d'estimer. Au-delà de ça, au-delà de ça, c'est vrai que il y a beaucoup de candidatures. Les marchés des jeux sont exigeants parce que c'est une référence qui est énorme que vous pourrez valoriser, mais c'est possible et le fait de se grouper en amont, d'intégrer des acteurs de l'ESS, c'est toujours une valeur ajoutée qui est énorme en phase offre et en phase aussi candidature et ce, malgré les délais. Je rappelle aussi au niveau technique pour anticiper peut-être certaines questions, comme le soulignait également Philippe, lorsque vous êtes comment dire, rejeté de l'appel d'offres, vous recevez un courrier de rejet, ce qui permet de ne pas être dans l'attente avec une justification qui permet aussi d'être dans un processus d'amélioration. Parfois, cette justification est variable, effectivement, mais c'était ce qui s'était passé au premier marché pour en tirer certaines expériences. Donc, le cas pratique, je crois, a soulevé quelques questions assez techniques et juridiques, notamment sur les délais, sur le nombre de pages aussi. Je crois que le cadre fixait 25 pages de mémoire, mais forcément, c'était très difficile de tout synthétiser. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Vous avez respecté strictement les conditions du marché ou vous êtes permis certains écarts, justement? Est-ce que l'un de vous peut en discuter, peut en parler? Alors oui, Nicolas, prends la parole. Pas évident effectivement de faire tenir dans un nombre réduit, même si 25 pages, ça peut paraître beaucoup, mais quand il y a de la méthodo, de la créa, des explications à donner, on y arrive très vite. Donc ça a été un peu effectivement un casse-tête pour essayer de ne pas trop dépasser, parce que je comprends qu'avec tous les dossiers, effectivement qui sont reçus, ça fait beaucoup de temps de lecture et il est normal que ça soit un peu contraint. Mais c'est vrai que ça a été pour nous une vraie contrainte. On aurait voulu développer plus certains sujets, mais voilà, travailler sous contrainte quand tout le monde est logé à la même enseigne, c'est pas un problème. C'est le jeu. Mais voilà, on a fait un peu du Rubik's Cube quand même et on a élagué certains points qu'on aurait bien aimé développer plus. Voilà, on a pas mal réfléchi autour de ça. Voilà. Et je crois qu'on n'a pas trop dépassé, mais peut-être un petit peu. Le lot 3 étant tellement complet en termes de format et tout ça, que ce soit pour les projets à venir, les contenus d'activation ou alors le cas pratique en particulier. En même temps, on avait plein d'idées et du coup, on avait tout envie de les développer et en même temps, fallait attirer la curiosité sur certains formats qui allaient faire la différence peut-être avec d'autres entreprises. Et c'est là où il a fallu faire des choix et où il a fallu penser stratégie en prenant des risques aussi. On ne savait pas trop, mais finalement, on avait plutôt compris les attentes, je pense. Effectivement, je pense que c'est la grande valeur ajoutée aussi des marchés, c'est que
ça prend du temps à lire, mais mes collègues en savent quelque chose. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que tout est régi, tout est réglé dans un cadre juridique et réglementaire assez strict, que ce soit sur les attentes, même si parfois ça peut manquer de précision. Parfois, le donneur d'ordre se laisse la liberté de vous laisser l'initiative, ce qui n'est pas non plus facile, mais tout ce qui est retombées financières, contenu attendu, etc. C'est valable pour un marché de production audiovisuelle, c'est valable pour un marché de manutention ou de fabrication de porte-clés. C'est ça aussi la diversité des opportunités économiques des jeux à ce niveau-là. Mais effectivement, je me souviens que c'était une période assez stressante, tant que pour nous que pour vous d'ailleurs, dans le sens où parfois il y a des allers-retours entre le donneur d'ordre et vous. Chacun peut poser librement ses questions. Vous ne savez pas si finalement le délai peut être reporté. Et c'est toutes ces interrogations qui rendent le, le marché un peu complexe finalement. Au niveau des expériences que vous en tirez, est-ce que vous êtes prêt à répondre à un marché des jeux ou à un marché public, à saisir cette opportunité, ces opportunités d'ailleurs, notamment en production audiovisuelle, surtout dans le contexte actuel où les opportunités financières et économiques se sont légèrement réduites en raison de la situation et les marchés publics, c'est vrai que ça constitue un levier de relance très intéressant, notamment dans le cadre des jeux. Donc, est-ce que vous vous sentez maintenant plus rodé pour répondre avec cette expérience-là? Ensemble, je parle, hein, bien évidemment. Oui, voilà, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Parce que répondre à des marchés publics, on le fait depuis de nombreuses années, mais répondre avec une société où on s'associe, où on est à deux dans la réponse, avec parfois deux histoires différentes, deux philosophies et deux manières de travailler différentes, là, c'est autre chose. Et je crois que là, on a fait la preuve que c'était possible, que c'était jouable et même gagnable. Donc demain, justement, on va pouvoir répondre à d'autres marchés de façon plus large et avec grand plaisir. On va continuer à se découvrir et à collaborer, je l'espère, dans le cadre de ce premier marché-là. Et qui sait, maintenant, ça ouvre d'autres perspectives, également peut-être sur d'autres conceptions, des coproductions, ça peut être du documentaire, mais bien sûr sur des marchés. Maintenant que les artisans du film et grand angle se connaissent mieux et appréhendent bien leurs compétences et leurs talents, on ira sûrement peut-être plus sur des marchés où on se serait dit ah ben non, là c'est pas pour nous, mais avec l'appui justement de l'un ou de l'autre, on pourra dire bah oui, carrément à deux, on est taillé pour le faire, donc go. Mais en Effectivement. plus, Manuel, ce qui est super avec ce marché qui est parti pour 4 ans, c'est comme le dit souvent Nicolas, c'est comme la nouvelle star, on est à Baltar en fait. Donc on a le droit maintenant de participer pour répondre à de nouveaux marchés subséquents, puisqu'en fait là, on n'a rien gagné, on a juste gagné le droit de participer à nouveau. Et c'est super parce qu'on va faire plein de réponses avec Artisans du film. Donc si on veut commencer maintenant à réellement travailler et à faire des projets pour JO Paris 2024, on n'a pas le choix. Il va falloir gagner maintenant les marchés subséquents. C'est aussi ce qu'il faut savoir quand vous répondez à ces marchés-là. Après, je sais pas, ça c'est pour nous en partie audiovisuelle, mais je faisais allusion, je sais pas, des porte-clés ou autre chose. Je sais pas après comment ça marche, mais en tout cas pour nous, il y a encore plein d'autres réponses de marché à venir. Ça c'est clair. C'est que le début. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on est même si bon les jeux c'est dans 4 ans, les marchés vont progressivement s'accélérer. Ce qui, je le rappelle, bon, je martèle un peu ce message-là, mais c'est vrai que la période est pas idéale et je vous invite quand même à rester en veille sur les différentes opportunités. On est sur 600 familles d'achat. Aujourd'hui, on a un exemple qui touche un peu tout le monde, qui est la production audiovisuelle, qui est une grosse famille d'achat dans le cadre des jeux évidemment au niveau des opportunités de retransmission, de documentaires. Mais ça peut toucher aussi d'autres secteurs.
Est-ce que vous avez un mot de la fin avant de se laisser quand même quelques minutes pour les questions-réponses? Je vois qu'il y a une question sur le chat, mais aussi avec le format, on peut se permettre d'avoir un échange avec les participants après avoir répondu à la question sur le chat. Moi, je voudrais juste dire qu'en cette période voilà, où on aurait tendance à vouloir faire les choses un peu de son côté et je trouvais ça hyper enrichissant de répondre en groupement en se disant qu'à plusieurs, on était sûrement plus fort. Et voilà, ça donnait de l'espoir aussi pour la suite pour la suite dans nos métiers et dans nos domaines. Et voilà, c'est bien d'avoir cette relation à des moments où on avait besoin de soutien extérieur et intérieur. C'était une bonne source de motivation voilà, pour l'avenir. Ok. Philippe, Nicolas ou Valérie, d'ailleurs, vous souhaitez Ouais, oui. j'entends une. Peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, je pense que ce qui marche aussi dans notre cas à tous les deux, c'est des habitudes de faire confiance, d'avoir cet esprit un peu aventurier aussi, hein, parce que ça va durer des années. On ne sait pas en fait exactement comment ça va se passer, mais on a cette idée tous les deux de se dire, allez, on fonce, comme Philippe l'a expliqué, Sophie aussi, il y a des moments, il faut bosser comme des malades, on ne sait pas forcément où on va, il faut aller super vite. Et je pense que, en tout cas, quand on fait un groupement, c'est vraiment la notion de confiance qui. Il faut avoir cette culture-là, de ne pas trop se poser de questions et puis de foncer, quoi. Voilà. Voilà, confiance, transparence et ensuite action. Voilà. Tout à fait. Effectivement, le fait de se grouper, faut maintenir tout au long de la réponse et encore plus dans la mise en œuvre cette relation de confiance. Souvent, d'ailleurs, dans le cadre de groupements solidaires, dans le sens où les deux doivent accomplir leurs tâches telles qu'il a été défini dans le marché. Donc, c'est impératif de bien s'accorder à tous les niveaux sur la partie administrative, financière, mais surtout sur la partie mise en œuvre et bien définir les rôles de chacun. Je suis totalement d'accord. Écoutez, je vous remercie à tous pour, euh, pour cette séance en ligne. C'est pas l'idéal, mais la situation nous l'impose. Je vais passer la main donc aux questions-réponses. Je crois qu'il y a Monsieur Pereira qui a posé une question sur le chat. Je vais aussi demander à mon collègue Nicolas, qui est responsable de la veille juridique et stratégique, de répondre dans le sens où il sera plus apte à répondre que moi, qui est sur la partie sourcing et accompagnement. Et ensuite, on pourra échanger en live en déconnectant le micro et en annonçant. Voilà, je vois que Cédric aussi a posé une question. Nicolas, est-ce que tu es toujours là? Nicolas Perronnet, mon collègue, hein. Oui, je suis là, Manuel. Bonjour à tous. Donc, la question était de savoir si un sous-traitant peut participer à plusieurs groupements. Je pense que ça dépend des marchés, mais je pense aussi que tu auras la sémantique et la réponse la plus complète. Alors oui, un sous-traitant peut participer à plusieurs groupements. Alors la question mérite d'être un peu spécifiée. Donc il y a deux cas. On est soit co-traitant, c'est-à-dire que là, dans le cas de Grand Angle et d'Artisans du film, on se réunit ensemble pour répondre, faire une réponse groupée, et on est en interlocution directe avec le donneur d'ordre, donc Paris 2024 dans le cas présent. C'est-à-dire que autant Artisans du film que Grand Angle vont représenter leur structure auprès de Paris 2024. Dans le second cas qui est évoqué là, on parle de sous-traitance. Et dans le cas de la sous-traitance, c'est le titulaire du marché qui est notre interlocuteur. C'est-à-dire qu'il y a une interface entre le donneur d'ordre et nous. C'est le titulaire du marché qui nous sous-traite une partie des prestations à réaliser. Et du coup, dans le cadre de la réponse à un marché, on peut proposer notre sous-traitance à plusieurs candidats sur plusieurs lots. Par contre, sur la co-traitance,
il n'est pas possible, alors ça dépend de chaque marché, mais donc j'ai regardé pour celui-ci, il n'était pas possible d'être en co-traitance, d'être mandataire d'un groupement pour plusieurs réponses sur un même lot, puisque un lot égale un marché. Donc là, par exemple, Artisans du film ou Grand Angle n'auraient pas pu, sur un même lot, répondre en co-traitance dans plusieurs groupements. Par contre, ils auraient pu proposer leur sous-traitance dans plusieurs groupements. Voilà. Sous-traitance, oui. Co-traitance, c'est limité dans le cadre du marché. Merci Nicolas. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Il y a une deuxième question de Cédric Dupas de la CRES, que je salue, qui est plutôt adressée aux intervenants. Bonjour, est-ce que vous avez créé une structure juridique, pardon, pour répondre ensemble à ces lots? Alors, pour répondre à cette question, non, parce qu'en fait, il y en a pas besoin. C'est-à-dire que les marchés sont faits pour justement nous permettre de répondre en groupement, voilà. Solidaire ou pas, conjoint ou pas. Enfin, il y a différentes formes possibles, mais c'est très souple. On peut constituer un groupement. Là, on est deux, mais on peut être trois, quatre, cinq entreprises. Parfois, moi, je l'ai expérimenté sur d'autres sujets, par exemple en muséographie, où il y a des besoins très spécifiques, et on était quatre, voire cinq en groupement, chacun avec sa forme juridique, c'est-à-dire qu'on peut être en groupement entre une SA, une SARL, enfin, c'est pas du tout un problème, et donc on n'a pas monté de boîte commune là-dessus, il n'y avait pas besoin. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être que je peux apporter juste des précisions pour le cas plus général, Nicolas, puisqu'effectivement, pour ce marché, il n'était pas nécessaire de créer, on va dire, une structure juridique ad hoc. Ce que je peux apporter comme élément, c'est que ça va dépendre des prérequis du marché. Donc là, typiquement, le groupement le groupement demandé était la forme solidaire. Donc un groupement solidaire, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que toutes les parties qui s'engagent dans le groupement sont solidaires les unes des autres pour la réalisation des prestations du marché. Donc en l'occurrence, ça demande une bonne confiance, une bonne connaissance. Vous en avez beaucoup parlé sur ce retour-là, puisque si jamais une des entreprises ne parvient pas à accomplir ses missions, l'autre ou les autres se devront, auprès du pouvoir adjudicateur, en l'occurrence Paris 2024, de les réaliser. Donc, à la différence du groupement solidaire, le groupement conjoint, lui, n'implique pas cette solidarité et donc ce besoin de compléter les prestations. Et du coup, pour faire le lien avec la question, parfois, en cas de groupement solidaire, le marché peut demander à ce que le groupement crée un compte tiers sur lequel le pouvoir adjudicateur versera le paiement. Mais du coup, comme je le disais, ça va vraiment dépendre des prérequis du marché. Et en l'occurrence, ça n'était pas le cas. Donc, Artisans du film et Grand Angle n'ont pas eu à faire cette démarche pour ce marché. Merci Nicolas. Et effectivement, il faut rappeler que l'on prend le marché tel qu'il est. Donc, ça dépend vraiment des conditions, des familles d'achat, du montant, dans le sens où il y a certains marchés où le délai est assez court, ou comme le disait Nicolas, qui ne nécessite pas de créer une structure, qu'elle soit momentanée ou d'ailleurs permanente. C'est juste comment dire, une mutualisation d'expertise. Pour continuer dans les questions, il y a Isabelle Ortiz qui se demande pourquoi Grand Angle a voulu se rapprocher d'une autre structure alors que vous auriez pu répondre seul. J'ai une petite idée, mais je vais passer la parole aux intéressés, à Nicolas et Philippe. Alors oui, bien sûr, on aurait pu y répondre tout seul, c'est vrai. Mais alors, le premier déterminant de répondre à plusieurs, c'était le fait que ces Jeux Olympiques ont réservé 25% de leur marché pour l'ESS. Et quand on veut faire partie du coup des candidats retenus, pour nous, ça nous a semblé évident d'essayer de mettre toutes comment dire, les cartes dans notre jeu et les chances de notre côté. Donc, on s'est dit, c'est le moyen en
entre guillemets, d'être plus fort hein, déjà. Et puis, après, par culture personnelle, je trouvais la démarche géniale déjà de consacrer un quart du budget global à ce type de marché. Et j'étais curieux d'en savoir plus également sur l'économie sociale et solidaire, qui est quand même, je trouve, ce sont des belles entreprises et des belles valeurs qui sont portées. Et on se retrouve, nous, là-dedans, même si on n'est pas vraiment une économie de SS. On a des valeurs qui nous tiennent à cœur et on a des engagements RSE très forts. Donc voilà, c'était un prolongement naturel, mais à la base, c'était tout simplement stratégique pour mettre toutes les chances de notre côté déjà. Voilà. Merci Nicolas pour ce premier élément de réponse. Bon, je rappelle, effectivement, ça peut prêter à confusion que Paris 2024 n'a pas d'engagement formel sur les 25% ESS. En revanche, et c'était le sens de ta réponse qui est très juste, et c'était ce que je disais, dès la candidature, il y a des engagements, une volonté très forte dans les marchés de faire en sorte de faciliter l'accès des structures de l'ESS au marché des jeux. Je rappelle aussi, et c'est le cas pour la plupart des marchés qui sont publiés, le fait d'intégrer des acteurs de l'ESS dans la réponse favorise en général l'accès à ces marchés. Alors évidemment, comme on l'a dit tout au long de la conférence, c'est pas déterminant, la concurrence est rude, mais c'est vrai que ça apporte une valeur ajoutée de se grouper, de mutualiser les expertises et d'ajouter une composante solidaire, statutaire, comme Artisan du film l'est à travers son fonctionnement coopératif depuis 5 ans. Et par ailleurs, côté Artisan du film, Sophie ou Valérie, quelle était la valeur ajoutée pour vous justement de répondre avec grand angle? Oui, tu pourras il faut branche ton micro, Sophie. Les aléas du direct. Excusez-moi. Je disais, on n'avait pas, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu spécialement l'occasion de répondre de manière intensive à des appels d'offres parce que c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande d'avoir une équipe dédiée, qui demande d'avoir des éléments administratifs très structurés. Et puis, c'est une réflexion. Et jusqu'à maintenant, ça faisait pas partie de nos priorités, ces réponses à des appels d'offres. Mais étant donné notre volonté d'aller chercher, de travailler sur des projets publics et qui correspondent peut-être plus à nos valeurs ESS, eh bien, on s'y met au fur et à mesure et travailler avec Grand Angle qui, eux, pour le coup, avaient une expérience beaucoup plus importante à ce niveau-là et ayant des équipes de production plus importantes aussi. C'était une bonne opportunité de mettre un pied dedans et d'être plus forts ensemble et de pouvoir profiter de leur connaissance et de leur expérience pour voir ce que ça a donné. J'enchaîne rapidement, Manuel, c'est promis. C'est vrai, ce que dit Sophie, c'est assez déterminant. On en a parlé avant, c'est très administratif, c'est très lourd. Alors, c'est vrai qu'on est une jolie équipe, on est quand même 6 permanents, on a aussi l'habitude, mais ça fait peur. On avait déjà répondu à d'autres appels d'offres en groupement. Ça, c'était une chose très importante. C'est vrai qu'il y a aussi des complémentarités dans nos approches du métier et dans ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on aurait pu répondre aussi tout seul de la même manière, mais on s'est dit un peu comme Grand Angle, on sera mieux ensemble en fait. Je pense qu'on est mieux tous les deux que si on était tout seul. Voilà. Ouais, Philippe, vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. En fait, nous, on était contents quand Sophie elle m'a dit ça au début, que voilà, on a tenté récemment un bel appel d'offres qui était en lien d'ailleurs avec les JO Paris 2024. C'était Solideo, c'est ça? Le premier?
Ouais, celui que vous avez tenté. Le premier, en fait, c'était annexe au JO parce qu'il s'agissait du comité sportif paralympique, effectivement. Et en fait, quand elle nous a dit, ben voilà, on a tenté un gros récemment et on n'a pas réussi à passer la barre. Et bah, du coup, nous, on était contents déjà de les embarquer dans l'histoire parce que fatalement, on avait beaucoup plus d'expérience. Nous, on a remporté tout seul des marchés qui sont importants, groupe Caisse des dépôts, groupe SNCF. On espère prochainement être rentré dans le groupe EDF. Donc, on avait cette connaissance-là. Mais ça venait valider en fait d'un seul coup tout ce dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire avec la démarche, avec la mise en relation par tes équipes manuelles. C'était ça aussi qu'on cherchait. Ouais, on aurait pu le faire tout seul, c'est vrai, c'est vrai. Et peut-être qu'on serait passé. Mais en fait, c'était pas l'idée, quoi. Nous, on savait qu'on embarquait avec nous une autre équipe qui nous permettait d'ouvrir en fait la palette en termes de créativité, en termes de réflexion. Et c'était ça aussi qui était chouette, parce que je crois que ça fait partie en fait des ambitions de Paris 2024, c'est de permettre aux entreprises de l'ESS d'apprendre avec des entreprises plus importantes et pour ensuite, pourquoi pas leur permettre, bah, toutes seules, de pouvoir aller gagner d'autres types de marchés ou autres. Enfin, on sentait bien qu'on leur apprenait des choses sur ce coup-là. Mais nous, ils nous apportaient des trucs aussi en retour. Donc, ça fonctionnait déjà comme ça, quoi. Ouais, je ne peux qu'être d'accord, effectivement, dans le sens où bon, ça fait quasiment 2 ans que la plateforme ESS 2024 est lancée. On commence à avoir un petit recul sur les marchés publiés. Et par expérience, que le donneur d'ordre préfère, c'est toujours cette notion d'équilibre, en fait. C'est-à-dire que bien sûr que les marchés sont pris individuellement, il y a des marchés réservés, il y a des marchés qui ont des critères qui sont plus ou moins forts pour le SS et plus globalement pour les TPE, PME classiques, mais de manière générale, et c'est le cas pour la production du visuel et c'est le cas pour la gestion des déchets, la restauration et tout ce qu'on peut imaginer. Mais effectivement, le fait de mutualiser, de co-traiter ESS, secteur classique, c'est toujours une solution qui est intéressante. On voit beaucoup de groupements qui sont du moins pré-retenus, qui ont cette opportunité de défendre leur offre en commission d'attribution, d'aller en soutenance, etc. C'est un peu la dynamique. Encore une fois, même s'il n'y a pas d'objectif chiffré, pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup de lauréats issus de l'ESS qui ont réussi à s'insérer dans des groupements grâce à ça. Et ce qui fait plaisir, c'est que c'est des groupements qui s'entendent bien, mais au-delà de ça, qui travaillent dans la mesure de leur capacité, c'est-à-dire qui ne sont pas en dernier schéma de sous-traitance pour la plupart et qui sont dans un rôle défini qui leur est propre et dans une entente commune avec le ou les autres entreprises qui répondent au marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit sur je vois qu'on respecte le timing, c'est une bonne chose, mais on peut toujours discuter. Il y a une question de David, je crois. Comment pouvons capter des marchés sur nos régions ou départements respectifs? Trouver un marché n'est pas facile, donc je vais peut-être répondre en lien avec Nicolas Perronen, mon équipe à deux voix, du coup. Effectivement, comment dire, trouver le marché, c'est jamais compliqué. Trouver l'expertise qui correspond. En revanche, il y a beaucoup de plateformes, dont la nôtre, qui vous tiennent informés des marchés des jeux au quotidien. Vous pouvez tout à fait consulter notre site ou de manière hebdomadaire en vous inscrivant. On vous fait un petit mémo des marchés, mais on est là aussi pour vous pousser les appels d'offres qui correspondent à votre cœur de métier. C'est exactement ce qu'on a fait pour Grand Angle et Sophie. D'ailleurs, la facilité, c'est qu'on connaissait déjà leur appétence à travailler ensemble et donc du coup on leur a envoyé le marché de manière groupée. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour en discuter de manière un peu plus poussée, savoir quel est votre cœur de métier, vous connaître votre famille d'achat pour qu'on puisse vous cibler des appels d'offres en lien avec les jeux. Ou d'ailleurs même vous mutualiser avec d'autres acteurs si vous êtes de l'ESS. J'espère avoir répondu à votre question. C'est jamais facile de lire et de ne pas vous avoir en face. Je vais peut-être apporter des éléments complémentaires et puis répondre aussi à la question de Monsieur Pereira. Donc effectivement, trouver des marchés, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que il n'y a pas aujourd'hui de plateforme
qui rassemble la totalité des marchés publics en France. Quand je dis ça, il y a le BOAMP, le bulletin de parution des marchés publics, mais qui ne relaie que les marchés à partir d'un certain montant, donc on va dire les très gros marchés, passés par généralement les acteurs étatiques, les ministères, etc. Et ensuite, vous allez avoir des plateformes généralement régionales. Par exemple, il y en a une en Île-de-France qui s'appelle Maximilien, qui est portée par un groupement d'intérêt public, qui du coup diffuse tous les marchés publics d'Île-de-France. Il y en a une autre équivalente pour la région PACA. Et après, c'est vrai que c'est un peu un travail de fouille pour votre région, d'aller voir au niveau de chaque acteur public où est-ce qu'ils peuvent publier leur marché. Mais effectivement, c'est une des lacunes, notamment pour certains territoires, d'avoir, on va dire, des têtes qui rassemblent l'ensemble des marchés. Pour la question de Monsieur Pereira, donc effectivement, on peut répondre avec un groupement en tant que co-traitant et un autre en tant que sous-traitant. Donc, je redis un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de limitation sur la sous-traitance. C'est-à-dire que vous pouvez être sous-traitant d'autant de groupements que vous voulez, sur autant de lots que vous voulez. Le seul biais de la sous-traitance, c'est que, comme je le disais, vous allez parler avec le candidat ou le titulaire, puisqu'on peut faire appel à de la sous-traitance en phase de candidature ou après en phase de réalisation des missions du marché. Et aussi, le second biais de la sous-traitance, c'est qu'elle ne doit concerner qu'une partie du marché. On ne peut pas sous-traiter la totalité d'un marché à un sous-traitant, à une entreprise, sinon on est juste une entreprise prête-nom. Donc voilà, ça c'était pour la sous-traitance, j'espère que c'est clair. Et je voulais juste aussi revenir un petit peu peut-être de manière plus technique sur le marché, pour aussi expliquer les conditions qui font, je pense, le succès aujourd'hui des marchés de Paris 2024, ou en tout cas qui nous facilitent à nous la tâche. C'est des marchés où généralement on a des très bons critères qui sont tous identifiés quand vous répondez à un marché public. Vous savez vraiment sur quoi vous allez être jugé de manière très claire, c'est précisé dans le règlement de consultation. Généralement, les marchés de Paris 2024 n'ont jamais un critère prix, donc au-delà de 30%, donc un critère prix. C'est-à-dire que dans la note finale, sur les 100%, le prix de vos prestations proposées à Paris 2024, ça comptera jamais pour plus de 30% dans la note, ce qui est relativement bas et ce qui laisse beaucoup de place, du coup, les 70% restants à votre créativité, votre impact social, environnemental. Mais voilà, vous savez généralement toujours sur quoi vous allez être noté. Ça, c'est la transparence des marchés publics. Je pense que c'est une grosse plus-value. Ce marché, on en a déjà parlé aussi, il était alloti, ce qui permet à des acteurs de plus petite taille de capter une partie des prestations du marché. Et ensuite, pour revenir juste sur la procédure, parfois c'est quelque chose qui nous est remonté. Il y a des procédures qui parfois sont courtes, où effectivement, en l'espace d'un mois, voire parfois 15 jours, il faut faire une candidature, une offre. Là, c'était pas le cas, par exemple. Il y avait juste une candidature à transmettre. Je crois que c'était en 15 jours, si je ne m'abuse. La candidature, c'était qui je suis, quel est mon chiffre d'affaires, quelles sont mes équipes, mes références. Donc vraiment des documents, je pense, qui sont relativement faciles à mobiliser. Et ensuite, si sélection sur la phase candidature, plus de temps pour vraiment construire votre offre. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, les marchés publics sont pas toujours une course contre la montre. Et voilà, nous, on est vraiment là aussi pour vous accompagner dans la différentes lectures des documents sur la réponse des appels d'offres des jeux. Voilà, je me tais. Merci Nicolas. Bon, il est déjà 10h32, donc une dernière question. Bénédicte, je vais vous répondre en toute fin rapidement. J'adresse la question d'Isabelle à nos intervenants qui les concernent plus directement. Est-ce que les références que vous avez valorisées, présentées, que ce soit côté artisan du film ou Grand-Angle, provenaient de chacune de vos structures? C'est une question intéressante. Et au niveau de la mutualisation, de la répartition de ce fameux TKIF finalement dont on parlait, comment ça s'est passé? Effectivement, c'est quelque chose dont je ne me souviens pas à l'heure actuelle. Par rapport aux références, on a chacune été chercher des références propres à nos entreprises et on a essayé d'avoir un panel de références par rapport au sport, par rapport au tournage qui pouvait se passer en région, par rapport au format. Et
voilà, donc on a essayé d'être le plus exhaustif possible par rapport à ces références. Mais concrètement, dans le domaine corporate, on n'avait pas d'expérience commune, donc on n'a pas menti. On a juste voilà, essayé d'être fort de manière indépendante pour amener une force commune sur cette réponse. Voilà, on a complété et comparé nos films, tout simplement, et en fonction des sujets. Je ne sais pas si la répartition était de 50-50, mais on a regardé nos refs, on a pris du plaisir à regarder les films des artisans du film, comme eux l'ont fait avec nos références, et puis on a fait un petit point pour se dire ben, qu'est-ce qui est le plus opportun à mettre sous telle catégorie, et on a développé ça sur l'ensemble des contenus, des références demandées, tout simplement. Super, merci beaucoup. Et effectivement, les références clients sont toujours excellentes à valoriser. Dans le cadre d'un marché public des jeux ou autre, le fait d'avoir des références sportives est une plus-value, mais c'est pas indispensable. Ça dépend vraiment des différents marchés. Et c'est aux membres du groupement de doser un petit peu. Maintenant que je me souviens un petit peu plus, Philippe était venu nous voir pour nous montrer un peu sa sélection, pour avoir un regard avec plus de recul, un regard qui n'est pas expert de notre part sur la prod. Et c'est vrai qu'il y avait une grosse diversité des solutions proposées. C'est ce qui plaît de manière générale aux donneurs d'ordre. C'était à l'époque de la phase candidature. Hein. Oui, C'était oui. c'était vraiment très, très au début. C'était simplement pour info. Je me souviens, je n'avais pas voulu t'envoyer d'ailleurs le dossier. Ah oui, non, Même si je te fais confiance, évidemment, tu ne l'aurais pas partagé. non, ça c'est clair, c'est une très bonne remarque. Bon, on est amené à accompagner des groupements différents, parfois des groupements concurrents à un même marché. Je vous rassure sur le fait que chaque relation bilatérale entre nous et les groupements entre nous et une entreprise est confidentielle, bien évidemment, mais chaque structure décide de faire ce qu'elle entend sur les candidatures et c'est vrai que c'était une grosse valeur ajoutée. Ça nous permet, nous, de voir un peu ce qui se fait. C'est toujours passionnant de voir comment les structures répondent dans les faits. Donc là, on dépasse un petit peu le timing. Donc Bénédicte, je vous ai facilité mon mail juste en haut. Effectivement, la question mérite d'être un peu étayée dans le sens où on peut vous présenter les différentes opportunités de marché en cours et à venir avec un calendrier qui sera variable. Donc parfois, il y a le temps de travailler en amont. Parfois pas. C'était le cas entre Grand Angle et Artisans du film lors du premier marché. Donc c'est quelque chose qu'on pourra discuter si vous le souhaitez me contacter. Donc c'est l'occasion pour moi de clôturer justement ce feedback, ce premier en ligne, de remercier d'une part nos intervenants de grande qualité à travers cette belle histoire qui était pas facile, qui, je crois, pourra se poursuivre au niveau des opportunités des jeux et d'ailleurs au niveau de la réponse au marché public. Donc merci à Nicolas, Philippe, Valérie et Sophie, à Philippe et Sophie aussi que j'ai beaucoup eu ces derniers mois au téléphone. Merci à Élise, ma collègue responsable de la communication qui s'est occupée de la partie technique, de la modération et de l'organisation de l'événement. C'est pas simple de s'adapter dans ces conditions. Et à mon binôme Nicolas pour ses réponses éclairées sur la partie juridique. Et enfin, merci à tous d'avoir participé. J'imagine que vous êtes très pris sur les différents sujets en cette période. On vous tiendra au courant sur le prochain, qui j'espère dans ce format aura lieu dans quelques semaines, peut-être sur le même thème avec un autre secteur, sur le mobilier ou l'économie circulaire, avec une PME qui a regroupé plusieurs acteurs de l'ESS. Donc on aura l'occasion d'en parler. Et enfin, pour clôturer définitivement, n'hésitez pas à consulter notre site ess2024.org, à vous référencer si vous souhaitez être informé des marchés qui concernent votre secteur d'activité. Je vous laisse mon mail dans le chat et je vous dis à très vite, chacun d'entre vous. Voilà. Merci à tous et à toutes. Wow. Merci. Merci Sophie. Et au Merci revoir. à vous. Valérie, merci.
Merci.